Donc si on peut montrer au témoin le 0088 0863. À la page 944, s'il vous plaît. Merci. Si nous pouvons agrandir un petit peu au milieu de la page pour voir la date. Donc à nouveau, monsieur le témoin, c'est le même principe que tout à l'heure. Ça, c'est la version retranscrite. On a aussi la version originale. Si on remonte un petit peu, s'il vous plaît, nous voyons service du 24 du 11 2010. Et en dessous, nous voyons encore une fois une liste de visiteurs. Donc, même principe, même colonne que tout à l'heure. Si nous pouvons aller au bas de la page, s'il vous plaît. Complètement, voilà. Et je vous demanderai de j'attire votre attention au numéro 14 et 15. Nous voyons à nouveau Général Mangou, Général Kassaraté. Entrée donc pour le premier à 20h21, pour le deuxième 20h37 et départ pour les deux 22h23. Et si nous pouvons aller à la page 946, donc la suivante. Voilà. Si on peut agrandir le haut de la page, monsieur le témoin, vous verrez qu'au numéro 16, vous voyez le général Guy Bipoint qui arrive vers 20h33 et il quitte aussi à 22h33. Et au numéro 18, on voit le ministre Cadet Bertin qui arrive à 20h59 et quitte à 22h23. Donc 10 minutes avant vous, il quitte. Donc voilà, le 24 novembre, 4 jours avant le deuxième tour des élections. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous rappelez, être retourné donc une deuxième fois à la fin du mois de novembre pour rendre visite à la résidence présidentielle? Je ne me rappelle pas, mais je vais très souvent à la résidence. D'accord. Comme tout à l'heure, nous voyons que vous êtes... Bon, avec vous, vous avez le général Mangou. Donc vous nous aviez établi le principe tout à l'heure que vous y alliez avec le chef d'état-major, le général Bipoint. Monsieur Bertin Cadet, c'était qui à l'époque? C'était quoi son rôle? Il était, monsieur le conseiller de défense du président de la République. D'accord. Et donc, là, on voit, écoutez, que vous arrivez vers les 20h37 et quittez vers 22h23. Et monsieur Bertin quitte aussi à 22h23. Donc, est-ce que vous vous souvenez avoir été à une réunion à la résidence présidentielle avec le SEMA et avec la présence de monsieur Cadet Bertin? Non. Ça ne vous dit rien? Non. Et donc, revenons. Donc, la première entrée que je vous avais montrée tout à l'heure avant la pause, c'était du 19 novembre. Nous voici 5 jours plus tard, le 24 novembre. Alors, à nouveau, je vous pose la question, de quoi est-ce que vous discutez à l'approche des élections avec le président de la République? Toutes les discussions que nous avions portent sur un seul point. Faire tout pour sécuriser les élections à venir. Protéger les personnes et leurs biens. D'accord. Ah, vous nous l'avez dit tout à l'heure aussi. Le 19 novembre, vous avez une réunion. Là, vous avez une réunion qui dure près de 2 heures. Donc, on comprend le sujet. Est-ce que vous pouvez aller en plus de détails
en termes de qu'est-ce qui se dit durant ces 2 heures? Le temps est là, mais je ne peux pas confirmer que nous avons passé 2 heures avec le chef de l'État. D'accord. Alors, durant le temps passé avec le chef d'État, est-ce que vous pouvez développer un petit peu de c'est quoi tout? Vous dites faire tout pour sécuriser les élections. Alors, développez un petit peu de quoi vous parlez. Toute la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, toute l'Afrique attendait ces élections-là. Donc, le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées et en même temps candidat, demandait donc aux forces de l'ordre de tout mettre en œuvre pour que les élections se passent dans des conditions sécuritaires optimales. Protéger les personnes et leurs biens. Rien d'autre. Alors là, je pense que vous traitez à nouveau du sujet, mais en termes de conversation, quel est l'échange qui se passe durant ces réunions? En termes concrets, hein, pas juste le sujet. Moi, je n'ai pas d'échange particulier avec le chef de l'État en dehors des sujets relatifs à la sécurisation, puisque je suis commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Très bien. Le lendemain, monsieur le témoin, le 25 novembre, est-ce que vous avez vu le débat des chefs entre monsieur Laurent Gbagbo et monsieur Alassane Ouattara? Oui, je l'ai suivi entièrement. D'accord. Est-ce que la veille, il y a eu discussion au sujet de ce débat? Entre qui et qui? Donc, lors de votre visite à la résidence présidentielle, est-ce qu'il a été fait mention du fait que ce débat aurait lieu le lendemain? Non. Que pouvez-vous nous dire de ce débat des chefs que vous avez suivi entièrement, comme vous venez de le dire à un moment donné? Pouvez-vous, s'il vous plaît, répondre à votre question et à quoi voulez-vous que je réponde avec précision? Très bien. Donc vous avez dit que vous avez suivi le débat des chefs. Qu'est-ce qui a été dit durant ce débat? Toute la Côte d'Ivoire suivait ce débat à la télévision. C'était une première dans notre histoire démocratique. Et un débat télévisé, c'est projet de société contre projet de société. Vous avez dit que toute la Côte d'Ivoire a suivi ce débat. Alors pour vous, en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, quelle importance avait ce débat? C'était une première dans notre histoire démocratique. Donc tout le monde était curieux de savoir comment ça allait se passer. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous souvenez s'il a été fait état ou mention de la mise en place d'un couvre-feu durant ce débat? Ce dont je me souviens avec précision, si vous le permettez que je le dise,
À un moment donné, le président Alassane, qui appelait le président Laurent Gbagbo Laurent, a dit qu'il fallait me passer un coup de fil pour dire que tu mettais en place un couvre-feu. Ça, j'ai retenu cela. Jusqu'à ce moment, jusqu'à ce que vous entendez cela à la télévision, est-ce que vous avez eu connaissance de cette question de couvre-feu? Ou bien est-ce que ça vous a pris par surprise? Encore une fois, compte tenu de la situation sécuritaire délétère dans la commune d'Abobogar, c'est donc question d'un couvre-feu dans cette zone-là. Mais ce couvre-feu n'a jamais été mis à exécution. Pourquoi vous faites mention de Abobogar? C'est à Abobogar qu'il y a beaucoup de tueries de la part du commando invisible. Et donc il fallait une mesure administrative ou militaire pour empêcher cela. C'est ce dont je me souviens. Donc en date du 25 novembre, au moment du débat des chefs, des tueries à Abobogar faisaient déjà l'état de discussion? C'est ce que vous nous dites? Non, je reprends. Il y avait un sentiment d'insécurité généralisée. Je corrige mon intervention. Et donc, il fallait prendre des mesures idoines pour sécuriser les Ivoiriens. D'où la volonté de mettre en place un couvre-feu. Je rectifie. Et ce sentiment de... Pardon, je vais juste m'assurer que j'ai bien vos mots d'insécurité généralisée. Depuis quand est-ce que ce sentiment était ressenti à Abidjan? Et je n'ai pas les dates, mais ce qui est sûr, nous avions deux situations sécuritaires préoccupantes. Un à Abidjan, deux à l'ouest du pays. D'accord. Et pour en venir à des questions plus concrètes, de quoi découlaient ces situations sécuritaires préoccupantes? Il y avait des affrontements armés à l'ouest. Et il y avait des attaques de domicile à Abidjan, avec des braquages de véhicules. Monsieur le témoin, ce même jour, nous avons un document du commandant de la première Légion mobile, qui est le 0043 0420. C'est le numéro 97 sur notre liste. Je vous remercie. Maître Bougnon, est-ce
excusez-moi, confrère, je cherchais le bon moment pour intervenir. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Mais il y a un problème dans la transcription française. Page 27, ligne 23, à partir de la ligne 23. Page 27, à partir de la ligne 23. Je lis. Quand il s'agit de discuter des programmes de sécurité, nous y allons, tous les généraux, nous y allons, sous la conduite du général Mangou. Mais tel que c'est libellé là, comment j'arrive au poste de contrôle, je m'en vais à la résidence. On ne m'a jamais demandé le talkie. Ce qui est écrit est tout sauf la réponse que le témoin a donnée. Voilà, donc je ne sais pas si on doit lui reposer la question bien. Le président, je ne sais pas ce qu'a dit le témoin et ce dont vous parlez, mais je crois qu'il faudrait effectivement reposer la question de façon à ce que le témoin, sans être influencé, puisse répéter ce qu'il a dit. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le témoin, le document que vous avez devant vous, un petit peu comme hier, c'est un message radio. On voit que ça va du commandant de la première Légion mobile et le destinataire, c'est le commandant de l'école de gendarmerie à Abidjan. On voit ceux qui sont en info. 25 novembre, demande de renfort en personnel. Okay. Est-ce que vous avez eu un petit moment pour lire? Oui. Oui, ok. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une demande de personnel de 50 hommes, dont 4 officiers, et 10 personnels devraient être prêts et disponibles à l'école de gendarmerie pour emploi. Lorsqu'on parle de 50 hommes et que la demande est adressée au commandant de l'école de gendarmerie, alors de quoi on parle en termes d'hommes? Jusqu'à une date récente, à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait pas de femmes. Depuis bientôt 2 ans, les femmes sont entrées en gendarmerie ivoirienne. Donc quand on parle d'hommes, c'est par rapport aux élèves qui sont à l'école. D'accord. Les élèves qui sont à l'école, avant de faire une telle demande, est-ce que le commandant de la première Légion devrait obtenir votre aval? C'est la règle d'or de la discipline militaire. Il devrait s'adresser à moi pour dire qu'il avait besoin de renfort, quitte au commandement supérieur, de chercher le renfort à mettre à sa disposition là où il pense qu'il doit pouvoir le trouver. Et vous rappelez-vous, à cette époque, si le commandant de la première Légion avait effectivement demandé du renfort et de recevoir une 50aine d'élèves à la fin du mois de novembre? C'est ce que stipule le message que nous avons lu. Il a fait cette demande. Et vous, de mémoire? Vous savez, de la position que j'occupais, je ne suis pas allé à l'école pour voir s'il y avait 50 hommes disposés à... Mais je sais qu'il a fait la demande. C'est ce qui est dans le message. D'où ma question de tout à l'heure, est-ce que le commandant de la première Légion devrait d'abord vous en parler? Est-ce qu'il doit passer par vous avant de faire une telle demande? En principe, oui, mais sous le sceau de l'urgence, il peut s'adresser au commandant d'école. D'accord. Vous, votre position à l'époque, c'était quoi par rapport à l'utilisation d'élèves de l'école de gendarmerie? Quelle était votre position par rapport à cela? À votre permission, qu'est-ce que vous entendez par position pour que je donne une réponse précise, comme on me l'a demandé?
je ne sais pas comment faire ça plus clair, mais que pensiez-vous de l'utilisation d'élèves encore une fois, je m'excuse, mais juste pour vous rappeler, le document dit pendant la période électorale. Donc pour ce genre d'utilisation, qu'en pensez-vous? Quelle était votre position? No, Mayor, it's not about what you think. Did you? Le président. Mais la question n'est pas de savoir ce que vous avez pensé, mais ce que vous avez fait. Parce que ce que vous pensez, ce ne sont pas des faits. Comment avez-vous agi? Qu'avez-vous fait? Quelle était votre position vis-à-vis de ceux qui décidaient? Selon là les questions auxquelles vous devriez donner une réponse. Le commandant de la première légion mobile a formulé une demande de 50 hommes qui doivent être en position d'attente à l'école, prêts à être employés pour le maintien de l'ordre. Mais je ne crois pas qu'ils aient été employés. Je ne sais pas si j'ai été clair. Peut-être pour préciser, alors est-ce que vous étiez d'accord avec l'utilisation d'élèves pour ce genre de mission? Encore une précision, la formation de nos élèves à l'école de gendarmerie dure 2 ans. En deuxième année, on leur apprend les rudiments de la gendarmerie et du maintien de l'ordre. Donc une telle demande pour être satisfaite, le prélèvement des élèves ne peut se faire que sur les élèves qui sont en deuxième année, qui sont formés au maintien de l'ordre. Ça, c'est le principe, n'est-ce pas? Oui. Alors, encore une fois, peut-être que je me répète, mais ce que je cherche à savoir, c'est quelle était votre position? Est-ce que vous étiez d'accord, en principe, pour l'utilisation d'élèves de la gendarmerie? C'est tout simplement ça. Monsieur le Président. Maître Bougnon? Monsieur le Président, je crois que le témoin a clairement répondu. Et comme vous l'avez dit, ce qu'on demande à la fin est une opinion. La question avait été bien formulée tout à l'heure. Le témoin a donné. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pour ne pas qu'on dise que j'influence le témoin, mais il a donné une certaine explication sur les élèves de première année et de deuxième année. Maintenant, si on lui demande s'il est d'accord ou pas, c'est une opinion. That's what I already said. Le président, c'est ce que j'ai dit. Et je crois qu'il a répondu déjà. S'il n'a pas répondu, si vous voulez le confronter à quelque chose, faites-le. Mais ne posez pas 3 fois ou 4 fois la même question. C'est la même question. Que pensez-vous de cela? Qu'avez-vous lu? Le procureur, peut-être que c'est un problème de traduction. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il pensait. Je lui ai demandé s'il était d'accord. Le président, oui, mais c'est la deuxième fois que vous lui demandez s'il était d'accord. Le procureur, oui, mais la première, le président, et la première fois, il a répondu que ça n'était pas une question d'être d'accord ou pas. Il y avait un second étudiant de deuxième année qui avait déjà été formé, etc., etc. Là n'était pas la question. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai compris. Maintenant, vous lui demandez de nouveau s'il était d'accord. Et il va certainement vous répondre la même chose. Mais si vous attendez quelque chose qu'il a déjà dit, il faut le confronter à cela. Monsieur le témoin, Oui. nous reviendrons sur cette question dans un instant. D'accord? Alors, je vais passer à un autre sujet pour le moment. Alors, nous avons parlé, il y a un instant, de la question du couvre-feu.
qui a été soulevée durant ce débat. Donc, de manière effective, est-ce que vous avez appris que ce couvre-feu a été mis en place? Donc, et je parle toujours de la période avant le deuxième tour. Oui. Savez-vous quand il a été mis en place? Je ne me souviens pas des dates, s'il vous plaît. Si nous pouvons afficher le 0045 1183. Et avant de regarder le document, peut-être une question de principe, monsieur le témoin. Si un couvre-feu est établi, alors comment est-ce que cette information vous parvient? Il y a une communication à la télévision qui annonce un couvre-feu de telle période à telle période. D'accord. Et est-ce que dans une situation de couvre-feu, le concours de la gendarmerie est demandé? Oui. Qui fait cette demande de concours auprès de la gendarmerie? Quand le couvre-feu est décrété, il est stipulé que les agents des forces de l'ordre sont chargés de veiller à son exécution. Donc il n'y a pas de demande de concours particulier. D'accord. Et alors, cette surveillance, pour veiller que le couvre-feu est mis en pratique, est-ce qu'elle est coordonnée d'une façon quelconque? Comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est l'état-major qui s'occupe de la coordination de toutes les opérations. Très bien. Monsieur le témoin, devant nous, nous avons le décret 2010-307 du 26 novembre. Vous l'avez devant vos yeux? Oui. Donc c'est le décret instituant un couvre-feu. Ça commence avec le président de la République et vous avez un nombre de lois et de décrets auxquels il est fait référence. Si on peut descendre au bas de la page. Donc, vous voyez les lois portant organisation de la défense, des forces armées, sur la participation des forces armées au maintien de l'ordre de 1967. Vous avez un nombre de lois. À la toute fin, vous avez une référence au décret du 14 novembre portant réquisition des forces armées nationales. Et enfin, vu l'urgence. Tournons la page, s'il vous plaît. D'accord. Nous voyons les articles, les dates et les heures applicables au couvre-feu du samedi 27 novembre jusqu'au mercredi 1er décembre. D'accord. Et donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est la chose suivante. Parce qu'à l'article 2, on voit que le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Défense sont chargés, chacun, en ce qui concerne de l'exécution du présent décret. Alors, la question toute simple, c'est à ce moment-là, quelles mesures sont prises pour assurer cette mise en vigueur? Et lorsque je parle de mesures, je me tiens à la gendarmerie. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous travaillons ensemble, gendarmerie, armée et police. Donc nos missions sont fixées par l'état-major.
Donc les unités tournent sur l'ensemble territoire d'Abidjan, le territoire, pour s'assurer qu'effectivement les citoyens respectent les mesures dictées et édictées dans le présent décret. Un décret sur un couvre-feu. Un couvre-feu. Est-ce que c'est une mesure habituelle ou bien est-ce que ça a quelque chose d'exceptionnel? J'aurais du mal à répondre à cette question. Le décret n'est pas de la gendarmerie. C'est à l'échelon supérieur. Nous sommes là que pour l'exécution du décret. D'accord. I think Le président, je pense que le témoin ne peut pas dire si un décret instituant un couvre-feu est exceptionnel ou normal. Je pense que le reste des gens pourraient comprendre si cela est normal ou exceptionnel. Monsieur Desmergents, merci, Monsieur le Président. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit tout à l'heure que tout cela, toutes ces opérations sont coordonnées par le chef d'état-major des forces armées. Alors, quelle discussion avez-vous eue avec le SEMA au sujet de la mise en vigueur du couvre-feu? Nous n'avons pas de discussion particulière. C'est un décret qui doit être exécuté. Et le CPCO, qui est la cellule d'aide à la réflexion de l'état-major, sort son ordre d'opération que vous avez vu, situation générale, situation particulière, mission, et puis nous exécutons. Donc il n'y a pas de discussion particulière. D'accord. Monsieur le témoin, ce jour-là, le 26 novembre, nous avons une troisième entrée dans le livre d'or de la résidence présidentielle à laquelle vous êtes convoqué. Donc, on peut l'afficher, c'est le 00880863 à la page 950. Je vois que mon confrère est sur ses jambes. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président. Tout à l'heure, je me lève encore parce que tout à l'heure, j'ai soulevé un problème sur la réponse qu'avait donnée le témoin sur cette même pièce. Vous avez dit à la page 47, à partir de la ligne 7, qu'on devait poser la question au témoin pour qu'il réponde. Je pense que dans un élan de vouloir gagner du temps, l'accusation a préféré continuer. Mais je pense que si on doit revenir encore sur la même pièce qui est le logbook, il faudrait qu'on essaie de décider ce que le témoin avait dit tout à l'heure. Je pense que ce serait important pour la suite des débats. Monsieur Desmergents, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il revienne aux témoins d'authentifier cela. Le Président, je n'ai pas véritablement compris l'objection, je dois vous l'avouer. Monsieur le Président. Of course, Le Président, bien sûr, il y a quelque chose qui est clair. Ce n'est pas le témoin qui rédigeait ce qui était écrit dans le livre d'or et qui avait une influence. Et de toute façon, il l'a probablement même pas vu, ce registre. Donc, il ne lui incombe pas de dire quoi que ce soit au sujet de ce registre. Mais bien sûr, certes, des questions peuvent lui être posées au sujet de ce qui semble être écrit dans ce registre. Me relever parce que le témoin a dit, il dit,
mais tel qu'il est libellé. Quand l'accusation a montré la mention PR, il dit qu'il y a un problème tel que c'est libellé. C'est la suite de la réponse la suite de la transcription qui ne correspond pas ou qui ne correspondrait pas à ce qu'il a donné ici en salle comme réponse. C'est pour cela que je l'avais relevé et vous avez dit à juste titre qu'il fallait qu'on repose la question aux témoins. Mais comme je le disais tantôt, l'accusation, peut-être pour vouloir gagner du temps, a préféré continuer dans sa présentation. Maintenant, on revient encore au logbook. Moi, je ne demande pas qu'il authentifie ou pas le logbook, mais je dis puisque le témoin avait déjà parlé d'un problème sur un libellé, est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on repose la question maintenant qu'on revient sur la pièce en question pour qu'on puisse avancer en toute sérénité? Voici ma préoccupation, Monsieur le Président. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, ce n'est pas quelque chose qui émane des réponses du témoin au sujet de la teneur du registre ou de sa présence. Il me semble, à moins que je ne sois induit en erreur, qu'il s'agit de quelque chose qui peut tout à fait être traité par la défense lorsque le moment sera venu pour elle de poser des questions. Donc, moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre de comment revenir sur tout ce qui a été dit pendant ces réunions interrompues par le président. Oui, mais le problème, c'est est-ce que le témoin était présent à cette réunion et quel fut le sujet de discussion lors de cette réunion? Alors, ce qui a été écrit dans ce registre PR, qu'est-ce que signifie PR? Nous comprenons ce que signifie PR. Nous pouvons le voir, nous pouvons lire les numéros, voir à quel moment quelqu'un est entré, quel moment quelqu'un est sorti. Ce n'est pas cela l'enjeu du moment. Ce qui est important, c'est de savoir s'il était là et qu'est-ce qui était abordé. Monsieur Demirjian, si nous continuons cette discussion, est-ce que nous pourrons la voir en l'absence du témoin? Le président, écoutez, moi je ne sais pas ce que vous allez faire maintenant. C'est parce que je crains qu'il y ait une incompréhension sur l'objet de l'intervention de Maître Bougnon. Et pour cela, il faudrait qu'on revienne à la page 27, dont Maître Bougnon avait parlé au départ, où on parlait de l'entrée du témoin. Et dans cette partie, le témoin a parlé de talkie-walkie, ce qui ne semblait pas correspondre à la réponse qu'il voulait donner. Et c'est dans ce cadre que Maître Bougnon a souhaité que notre confrère de l'accusation repose la question pour que le témoin puisse essayer de revenir sur ce qu'il voulait dire. C'est uniquement un problème de compréhension parce qu'il y a eu un problème d'interprétation, pour ne pas dire de traduction. Et maintenant qu'on revient au logbook, Maître Bougnon souhaitait simplement qu'on profite de l'occasion pour préciser ce que le témoin voulait dire lorsqu'il parlait donc de cette page 27, et je retrouve très précisément ce qu'il avait déclaré, si vous permettez. Ça n'a rien à voir. Nous l'avons déjà, ça va. Voilà. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président. Non, j'attends la fin de l'interprétation. Le président, mais c'est terminé l'interprétation. Monsieur Demirjian, je pense que la meilleure approche, parce que s'il faut que je revienne sur toutes les questions qui ont été posées aux témoins, nous n'allons pas nous en sortir. Je pense que la meilleure chose, c'est que pendant la pause déjeuner, le greffe écoute l'enregistrement et nous dise exactement ce qu'a dit le témoin. Parce que sinon, si nous revenons sur tout ce qui a été fait, cela va être une perte de temps. Voyons ce qu'il en est au sujet de ce talkie-walkie. Nous pourrions essayons d'écouter cela pendant la pause et à 14h30, nous reviendrons là-dessus. Le président, mais je ne sais pas ce qu'il en est au sujet de ce talkie-walkie. Est-ce qu'il a été question de talkie-walkie? Je ne m'en souviens pas. Monsieur Demirjian, moi je ne me souviens pas avoir entendu cela. Je pense que l'approche la plus sûre consistera à écouter la réponse du témoin et à voir les sténotypistes de la Cour interrompus par le président. Bon, je peux marquer mon accord avec vous. Si la réponse à ces questions ou les questions soulevées par la défense n'ont rien à voir avec cette réunion. S'il s'agit tout simplement d'une question
séparé qui a été soulevé, parce que le contexte est le même, c'est une chose. Mais ceci étant dit, si cela a un impact sur la dite réunion et sur les questions afférentes à cette réunion, là, nous avons un problème. Monsieur Dimerjan, je pense que nous allons nous intéresser à ce qui suit. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était présent? Qui y a-t-il rencontré? Je pense que cela pourrait être accepté dans le domaine du possible. Et puis, on me dit, Monsieur le Président, que c'est peut-être tout simplement une erreur de transcription. Enfin, vraiment. Le Président, oui, mais si c'est une erreur de transcription pertinente, je pense qu'il faut essayer de régler le problème. Le Président, excusez-moi. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez, je vous prie, quitter le prétoire pendant quelques minutes, pendant que nous réglions ce problème, parce que je voudrais que tout soit bien clair au compte-rendu d'audience. Donc je vais demander à monsieur l'huissier de bien vouloir vous accompagner hors du prétoire pendant quelques minutes. Merci. Parce que si le témoin n'est plus présent dans le prétoire, je pense que nous pouvons tous nous exprimer clairement, sans pour autant craindre d'influencer le témoin. Maître Bougnon, je dois vous dire que je comprends que vous avez parlé de façon un peu sibylline, ce que j'apprécie, pour ne pas influencer le témoin, justement. Alors maintenant, vous avez la parole, vous pouvez parler de façon très claire. J'avais compris ce que vous vouliez dire, mais nous allons maintenant comprendre quel est le véritable problème. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour être assez clair, je vais remonter toujours à la même page 27. Je m'éloigne du... Différence en anglais, merci. Il est en anglais. Oui, monsieur, je peux? Le Président. Oui, lorsque j'aurai trouvé la page, un petit moment, je vous prie. So, for the English, Le Président. Donc, la référence pour l'anglais est ligne 22 à 27, page 26. Donc, oui, je vous en prie, Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Président, ligne page 27 en français. La question, enfin, il y a eu tout un débat sur l'entrée PR, etc. À partir de la ligne 17 de la page 27 en français, le procureur qui dit, je cite, « Nous voyons les heures d'entrée et les heures de sortie 2010, le 19 donnant, durant les 2 jours des et les sons. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi portait cette visite? De quoi vous auriez discuté? » Réponse du témoin. Quand il s'agit de discuter des programmes de sécurité, nous y allons tous les généraux. Nous y allons, sous la conduite du général Mangou. Mais tel que c'est libellé là, comment j'arrive au poste de contrôle, je m'en vais à la résidence. On ne m'a jamais demandé le talkie-walkie. Monsieur le Président, c'est vrai que maintenant que le témoin n'est pas là, d'abord il y a talkie, c'est vrai qu'il ne dit pas talkie. just saying that in the translation, Le Président, un petit moment. Donc,
dans la traduction, cette dernière partie est traduite comme suit. Et personne ne m'a jamais demandé qui j'allais voir. Donc, il n'est pas question de talkie-walkie. Je suis d'accord avec, je suis entièrement d'accord avec vous parce que c'est ce que j'ai entendu. So you didn't hear a walkie-talkie. Vous n'avez pas entendu le terme talkie-walkie. Monsieur le Président, c'était important parce que vous savez depuis le début que nous contestons toujours ce logbook. C'est pour cela que je dis que c'était important. Parce que le témoin dit que cette mention portée là ne reflète pas ce qui aurait pu se passer à la résidence. C'est pour cela que je voudrais que ce soit bien mentionné au compte rendu. Yes, but excuse me. Président, oui, mais excusez-moi. D'accord, d'accord. Donc vous acceptez la version anglaise. C'est étrange. La version anglaise, c'est ce que j'ai dit. C'est pas talkie-walkie. La version anglaise c'est ce que j'ai dit, la version anglaise était la bonne version. Okay. Mr. President? Yes. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, oui, Monsieur Demirjian, je pense que vous pouvez voir d'après la réponse, bon, quelle fut la question que j'ai posée, quelle fut la réponse que j'ai obtenue, c'était une observation, donc ils peuvent revenir là-dessus pendant le contre-interrogateur. Si je repose la question, nous n'allons pas obtenir la même réponse, donc tenons-nous-en à ce qui figure dans le compte-rendu d'audience. Le Président, mais bien sûr que nous allons nous en tenir au compte-rendu d'audience, mais lequel de ces comptes-rendus d'audience, s'ils sont différents? Monsieur Demirjian, bien évidemment, il va falloir les réviser. Le Président, oui, il va falloir les analyser, les réviser. C'est le message que je transmets aux personnes qui s'occupent de réviser le compte-rendu d'audience. Donc, est-ce que nous pouvons continuer, Maître Bougnon? Est-ce que cet exercice vous a satisfait? Oui ou non? Merci, Monsieur le Président. Thank you. Président, merci. Non, mais c'est une question sérieuse que je vous posais, maître, parce que je voudrais que tout soit bien clair avant de reprendre le fil de l'interrogatoire principal. Donc, je pense que nous pouvons faire entrer le témoin à nouveau dans le prétoire. But I don't know if somebody... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous entendre ou qui peut m'entendre, parce que je vois que monsieur l'huissier est aux côtés du témoin. Sorry for this. Le président, excusez-nous, monsieur le témoin. Nous avons essayé de trancher et de préciser quelque chose qui ne semblait pas être très clair, mais qui est maintenant clair. Donc je redonne la parole au représentant du bureau du procureur qui va continuer à vous poser des questions au sujet de cette réunion du 26 novembre 2010. Et une fois de plus, je vous demande, et j'insiste, monsieur le témoin, je vous demande d'essayer de faire appel à votre mémoire et de nous dire ce que vous savez. Monsieur Demirjian, je vous en prie. Le président, merci. Monsieur Demirjian, merci, monsieur le président. Alors, est-ce que vous avez l'entrée du registre de visite de la résidence devant vos yeux? Est-ce que le document est affiché? Oui. Merci. Alors, ce que nous avons devant nous, c'est une entrée du 26 novembre 2010, donc 2 jours après votre dernière visite du 24 novembre. Ce que j'aimerais attirer votre attention, si on peut agrandir juste un tout petit peu vers le milieu de la page. Oui, juste agrandir un petit peu. Voilà, parfait. Alors, tout d'abord, j'attire votre attention au numéro 10 et 11. On voit les générales. Donc CA, j'imagine, c'est corps d'armée, n'est-ce pas? Oui. Oui. Nous voyons Mangou
là, c'est raté. Numéro 13, nous voyons Général Guéhi Bipoint. Et encore une fois, vous voyez PR, pour président de la République, les heures d'entrée et de sortie. Donc, en ce qui vous concerne, l'entrée est 22h56 et la sortie est minuit 10. Avant d'arriver au contenu, au numéro 8, voyez-vous le terme Monsieur Premier ministre? Oui. Donc, le 26 novembre 2010, le Premier ministre, à l'époque de l'information que nous... Enfin, peut-être que vous pouvez nous le dire vous-même. C'était qui? C'était M. Ake Mbo, je crois. Donc ça, c'est avant les élections du 28 novembre, monsieur le témoin. Ah, le ministre, c'est M. Soro. Il arrive à 22h50, si vous voyez l'entrée numéro 8, et selon le registre, il quitterait aussi à minuit 10. Donc, première question, est-ce que vous vous rappelez avoir été à la résidence à la fin du mois de novembre et que, durant votre présence, M. Soro aurait été là aussi? Je vous prie de m'excuser, je ne me souviens pas de cette réunion à laquelle j'aurais... Je ne me souviens pas de cette réunion à laquelle j'aurais participé de 22h à 1h du matin avec le Premier ministre Soro chez Monsieur le Président de la République. Je ne me souviens pas. Et Excuse me. Le président, excusez-moi. Avez-vous jamais participé à une réunion à la résidence du président en présence du Premier ministre? Est-ce que cela vous est jamais arrivé? Je ne me souviens pas, sauf au palais de la présidence. So you do not remember? Le président, donc, vous ne vous souvenez pas avoir participé à une réunion qui aurait eu lieu au palais présidentiel en présence du Premier ministre, Monsieur Soro. Non, regardez-moi, monsieur. Ce n'est pas la peine de regarder autour de vous pour essayer de trouver quelqu'un qui vous dirait ce que vous devez dire. La question est très simple. Vous, en votre qualité de commandant suprême de la gendarmerie, vous nous dites que vous avez été plusieurs fois à la résidence ou au palais présidentiel. Est-ce que cela est exact? Oui, je réponds précisément oui, mais pas avec Monsieur le Premier ministre Soro, de 22h à 1h du matin. So, Le président, donc. La réunion à laquelle fait référence le procureur n'a pas existé, n'a pas eu lieu. Ou en tout cas, vous n'étiez pas présent à cette réunion, si elle a eu lieu. Je ne sais pas si cela a eu lieu, mais cela a eu lieu, je n'étais pas présent. OK. Le président, très bien, bien. Merci. d'accord. Alors, monsieur le témoin, mettons de côté le terme Premier ministre pour un instant. Donc, le jour où ce couvre-feu du 26 novembre est adopté, est-ce que vous vous rappelez avoir été avec les généraux Mangou et Guéhi Bipoint tard le soir? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Encore une fois, non. D'accord. Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu 3 visites à la résidence présidentielle avec le général Mangou et le général Guéhi Bipoint. On note que le directeur général de la police nationale n'est pas présent. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était normal? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Je ne sais pas.
Monsieur le témoin, je change de sujet. Et je reviens sur cette question que je vous posais tout à l'heure à propos de l'utilisation des élèves et si vous avez donné votre accord ou pas. La raison pourquoi j'y reviens est la suivante. Durant votre entrevue du 8 octobre 2011 avec les enquêteurs du bureau du procureur, vous nous avez donné la réponse suivante et vous me direz si cela vous rafraîchit la mémoire. D'accord ? Alors, je vais commencer un petit peu plus tôt pour qu'on capte le contexte de votre réponse. Alors, pour mes collègues, c'est le 0016 0321 et cela commence à la ligne 249, page 328. Alors, je cite. Enquêteur, ça c'est la question de l'enquêteur. Je vais revenir sur ce malentendu qu'il y a eu entre vous et le général Mangou. Votre réponse, c'est ça. Enquêteur. Oui. À quel moment ce malentendu a commencé et depuis combien de temps cela a duré? Votre réponse. Non. J'ai découvert au cours de cette réunion-là qu'il y a dû y avoir des réunions sur mon dos faisant croire aux autorités que le pouvoir de la gendarmerie est réticent. Et il ne donne pas ses hommes pour des missions qu'on veuille lui confier. Je vais vous donner un cas précis. J'ai une école de gendarmerie à Cocody, à Daloa, Cocody, c'est à Daloa. Le colonel Conan de cette école, d'alors, a été réaffecté à l'école de gendarmerie, ici à Abidjan. Quand les événements de l'Ouest ont commencé à s'amplifier, ce commandant, le colonel Gouanou, passe par le coin du théâtre d'opération qui le commandait, le colonel Conan, pour demander au chef d'état-major que moi, commandant de la gendarmerie, je mette les élèves gendarmes à leur disposition pour renforcer les troupes. J'ai dit non. Vous me suivez? Enquêteur, oui. Vous continuez, j'ai dit non. Donc pour eux, ce refus-là était un acte de désobéissance et de non-collaboration. Moi, j'ai lu le texte, ce sont des élèves, ils sont à l'école, ils n'ont rien à voir avec cette affaire-là. Attendez qu'ils soient en activité et qu'on les mette dans le système institutionnel. Votre réponse continue, vous donnez d'autres exemples, mais sur ce point-là, vous dites ici que vous avez dit non. Donc, en revenant à ma question de tout à l'heure, si vous étiez d'accord ou pas, ma question est la suivante. Tout d'abord, ce que vous avez dit en 2011 aux enquêteurs, est-ce que cet exemple que vous avez donné, c'était vrai? Ce sont deux situations différentes. Celle à laquelle vous faites allusion, il était question que les élèves gendarmes qui sont à Daloa, à Abidjan, à Daloa, soient mis à la disposition du 2e bataillon, donc des militaires, pour aller au front. Je leur ai dit non, ce sont des élèves qui n'ont pas la formation adéquate pour aller au front. Mais ici, l'autre cas, il s'agit du maintien de l'ordre. Et en 2e année, nous leur donnons la formation d'agents judiciaires aptes à intervenir au maintien de l'ordre. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ces deux situations. Oui, juste un petit instant.
Mais donc, si je comprends bien, revenons donc sur 2011. Vous dites que c'est une situation qui est différente, mais la réponse que vous aviez donnée par rapport à cette situation dans votre entrevue, votre réponse était vraie. Comment? Votre réponse, durant l'entrevue en l'an 2011, lorsque vous répondiez à cette question aux enquêteurs, l'exemple que vous avez donné là avec le colonel Kwao et Conan à Daloa, votre réponse là, c'était une réponse vraie. Oui. Voilà. Monsieur le Président. André. Monsieur le Président, comme vous avez coutume de le dire ici, tout ce qui est en train d'être déclaré ici, nous ne savons pas à quel moment est-ce que ça va être lu. Est-ce dans 1 an, dans 2 ans? Personne ne sait. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, pour ne pas qu'il y ait de confusion possible, que le procureur nous rappelle la question à laquelle le témoin avait répondu lors de l'entrevue avec les enquêteurs du bureau du procureur. Parce que cela peut, dans quelques années, porter à confusion. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de revenir sur les questions qui ont été posées? Je fais observer simplement à votre chambre qu'on s'est purement et simplement axé sur la réponse donnée par le témoin, mais personne ne sait ici, en l'état actuel en tout cas du dossier, quelle a été la question qui avait été posée au témoin. I thought I cited the question. Le procureur, je pensais avoir cité la question de l'enquêteur et la réponse du témoin dans le détail. Sont peut-être que mon éminent confrère souhaite revenir dessus. Le président, oui, le procureur à l'époque, le président était satisfait. Le président, non, le problème est que l'on parle de malentendu et de quand a démarré le malentendu et combien de temps il a duré. Probablement, nous ne savons pas de quel malentendu il s'agit. Et le témoin pourrait peut-être expliquer. Le procureur, si l'on rentre dans le détail, nous passons à un sujet différent. Et nous y arriverons, Monsieur le Président. Et je ne sais pas, et je ne veux pas procéder avec le témoin à ce témoignage à ce stade. Le Président, je comprends ce que vous dites. Et je sais aussi que Maître Hendry a soulevé cette question et par conséquent, lorsque nous lirons la transcription, comme il le dit, dans 1 an, dans 2 ans, nous devons savoir exactement de quoi nous parlons. Donc on pourrait peut-être poursuivre sur cette question 20 minutes après le déjeuner. Le procureur, merci Monsieur le Président. Il y a eu une demande de la part du RHDP, si vous vous souvenez, pour sécuriser leurs locaux à Cocody. Vous nous avez dit à ce moment-là qu'il vous arrivait aussi de sécuriser des meetings de partis politiques, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que je peux vous montrer un exemple? C'est le 0043 0388 et c'est le numéro 85 sur notre liste. Merci. Alors si on peut agrandir le haut de la page, Monsieur le témoin, c'est un document, un message qui encore une fois vient du SEMA, donc similaire à l'exemple que nous avons vu hier, qui est adressé à vous, au DGPN, etc., d'autres grands généraux.
Et à titre de compte rendu, le ministère de la Défense. Donc, voyez-vous la date, 21 novembre 2010. Donc nous sommes avant le deuxième tour des élections. Et juste en dessous, meeting de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Yopougon. Et par la suite, on voit primo, secondo. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu au bas de la page ? Merci. Dans le secondo, Monsieur le témoin, il y a alpha, sécurisation, lieu de meeting, par système de cercle concentrique. Et là, nous voyons premier cercle GR, GSPR, deuxième cercle gendarmerie police, troisième cercle gendarmerie SECOS. Alors, en termes pratiques, sur le terrain, là je vois deux unités, par exemple GR, GSPR, gendarmerie police. Juste donnez-nous du point de vue pratique, comment ça se passe sur le terrain. Le premier cercle soit disparu, il est écrit GR, GSPR, garde républicaine, groupe de sécurité du président de la République. Donc quand M. le Président fait un déplacement, les premiers éléments qui assurent sa sécurité au plus proche sont le GSPR et la garde républicaine. C'est ce qu'on appelle le premier cercle, c'est une image. En deuxième rideau, c'est-à-dire un peu plus loin, viennent donc les forces de deuxième catégorie, gendarmerie et police. Et puis, enfin, le SECOS. Ce n'est pas des cercles géométriques, mais c'est le positionnement des éléments sur le terrain du plus proche au plus loin. Très bien. Et pour l'utilisation des éléments de la gendarmerie, vous avez expliqué tout à l'heure, tout est coordonné par le SEMA. Alors comment est-ce que les éléments de la gendarmerie qui doivent aller sur place, comment est-ce qu'on leur communique cette mission ? Le message que vous avez sous les yeux, que nous avons sous les yeux, nous est communiqué. Nous rassemblons les éléments, nous les envoyons à l'état-major, où tout le monde se regroupe, et à partir de là, on fait des éclatements pour la mise en place des éléments sur le terrain. Très bien. Alors je passe à un autre sujet, toujours à la même époque. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur le témoin, si à l'époque vous étiez en contact avec le chef de sécurité de l'ONUCI ? Non. Puisque avant d'être commandant de la gendarmerie, j'étais officier de liaison. Et à ce titre-là, on s'est rencontrés. Mais quand j'ai eu mes nouvelles attributions, je n'étais plus en contact avec lui. D'accord. Donc je comprends que vous n'êtes plus l'officier de liaison en 2010, au mois de novembre. C'est exact. D'accord. Et dans votre fonction en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, il ne vous est jamais arrivé d'avoir un contact avec le chef de sécurité de l'ONUCI ? Non, mais nous recevions de temps à autre des visites de courtoisie des officiers de l'ONUCI au commandement supérieur, comme à l'état-major, comme à la police. Très souvent aussi, ils arrivaient dans nos casernes pour vérifier notre armement et notre matériel. C'était dans le cadre de quoi que l'ONUCI vérifiait votre matériel et votre armement ? Le Conseil de sécurité
avait décrété un embargo sur la Côte d'Ivoire en matière d'armement. Donc leur mandat, c'était de vérifier s'il y avait ou pas violation de l'embargo. Et à ce moment-là, nous sommes toujours en novembre 2010, quel était l'état de votre armement? Alors commençons au sein de la gendarmerie, puisque vous étiez le commandant supérieur. Pouvez-vous nous donner un petit peu l'état de l'armement à cette époque-là? En matière d'armement, nous étions sous-équipés, puisque depuis 2002, nos casernes ont été attaquées par la rébellion et les armes et les véhicules ont été emportés. Avez-vous fait des demandes auprès de vos supérieurs pour leur demander un renforcement pour ce qui est de votre équipement et de votre armement? Oui, nous faisions des demandes que nous adressions à M. le ministre de la Défense. Est-ce que ces demandes ont été faites aussi durant la période post-électorale, donc de novembre 2010 jusqu'au mois d'avril 2011? Je ne m'en souviens pas, puisqu'on était sous embargo, on ne peut pas acheter. D'accord. Je m'excuse, j'aimerais juste que vous nous clarifiez parce que tout à l'heure vous nous avez dit qu'on faisait des demandes que nous adressions au ministre de la Défense. Alors, peut-être qu'on pourrait préciser un petit peu durant quelle période est-ce que ces demandes étaient faites? Je ne saurais vous le dire, mais étant donné que nous avons constaté que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de véhicules pour accomplir notre mission régalienne, alors nous adressions à notre chef pour qu'il ait la situation réelle de notre équipement en main. Et lorsque vous faisiez de telles demandes, est-ce que vos vœux étaient accomplis par le ministre de la Défense? Nous avions reçu du matériel de maintien de l'ordre, boucliers, bâtons de protection. Bouclier, bâton de protection, et c'est tout? Ou bien... En gros, c'est tout. Pardon. Je me rappelle, hier, vous avez dit avoir aussi reçu des véhicules, n'est-ce pas? Pas ceux qui ont été mentionnés et signés par le général Afro. On nous a offert des véhicules qu'on appelle les bâchers en Côte d'Ivoire, c'est des pick-up, achetés par le ministre de l'économie et des finances et par des conseils régionaux qui donnaient des véhicules et que nous attribuions à nos brigades sur le terrain. Monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer un document qui est le CIVOTP 0071 2291, le numéro 219 sur notre liste.
Monsieur le témoin, ce que vous avez devant vous, c'est certainement un document que vous n'avez pas vu au préalable. C'est ce qu'on appelle un fil conducteur du journal télévisé de 20 heures sur la RTI. Donc il s'agit simplement de titres du programme de la journée. Et j'aimerais qu'on agrandisse un petit peu. Et que vous voyez le numéro 8. Oui. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure. Il est indiqué présidentiel 2010, barre gendarmerie. Le général Cassaraté reçoit chef de sécurité ONUCI. Donc la date en haut à droite, c'est le 27 novembre, donc le jour avant les élections. Alors est-ce que ça vous rappelle quelque chose, avoir reçu le chef de sécurité de l'ONUCI le jour avant les élections? Je ne sais pas exactement qui c'est, mais comme je vous l'ai dit, les officiers de sécurité de l'ONUCI passaient régulièrement nous rencontrer au bureau. Pas une seule fois, plusieurs fois. Est-ce que vous, personnellement, vous les rencontriez? Ils venaient me rendre visite de courtoisie au bureau et me faire le point de leur relation avec la gendarmerie. Très bien. Et au courant de cette rencontre, ou bien de ces rencontres, et j'en reste au mois de novembre 2010, est-ce qu'il a été fait question de la tenue des élections et de la campagne présidentielle? Oui, nous échangeons là-dessus. Ils disaient qu'ils sont à notre disposition pour nous appuyer en moyen de mobilité et tout cela pour déployer nos éléments sur le terrain. On se voyait très régulièrement, pas une seule fois. D'accord. J'aimerais aussi une autre clarification. Au numéro 2, monsieur le témoin, on voit ici encore présidentiel 2010, précision du général Mangou sur le couvre-feu. Alors, bon, simplement pour savoir, est-ce que vous avez idée à l'époque de qu'est-ce qu'il fallait préciser? Est-ce que vous vous rappelez tout d'abord qu'il avait fallu avoir des précisions? Je ne sais pas, lui seul peut répondre. Très bien. Nous pouvons retirer le document. D'accord. Alors, monsieur le témoin, bon, nous savons que les élections présidentielles ont effectivement eu lieu le 28 novembre et qu'il y a eu une certaine attente de quelques jours pour recevoir les résultats. Nous avons aussi de la preuve par rapport à l'annonce de ces résultats par la commission électorale indépendante. Est-ce que vous êtes familier avec l'incident qui fut télévisé, durant laquelle un représentant de la commission, M. Damana Pikas, avait retiré les résultats des élections des mains du porte-parole, M. Yacouba Bamba? Est-ce que c'est un incident dont vous vous rappelez? J'ai vu l'incident à la télévision. Je l'ai vu arracher des documents des mains de ce monsieur-là. Mais je n'étais pas présent physiquement au moment où cela s'est passé. Je ne voulais pas non plus attribuer votre présence. Je voulais justement savoir si vous vous rappelez de cet événement. Très bien. Alors, nous savons, selon la preuve que nous avons reçue, que cela s'est passé le 30 novembre 2010. Alors, nous avons vu le couvre-feu du 26 novembre, qui s'est allé sur plusieurs jours. Est-ce que vous savez si ce couvre-feu a été prorogé?
Je ne me souviens pas avec exactitude, mais je crois qu'il a dû être prolongé. Je crois. Tout réserve. Et est-ce que vous savez, à cette époque-là, pourquoi elle a été prorogée? Comme je l'ai dit, avec réserve, peut-être que je me trompe en disant qu'il a été prolongé. Mais je crois bien, mais je n'ai pas les éléments précis. Vraiment, excusez-moi, je n'ai pas d'éléments précis. D'accord. Monsieur le témoin, si vous pouvez regarder le document suivant, qu'il est le 0018 0047, numéro 36 de notre liste. Et allons à la page 3 de ce journal officiel, s'il vous plaît. En haut à droite, si on peut agrandir la... Voilà. En haut à droite de ce document, monsieur le témoin, est-ce que vous voyez le décret numéro 2010-308 ? Vous le voyez devant vos yeux ? Oui. D'accord. Alors, il porte prorogation du couvre-feu. Encore une fois, vous voyez qu'il y a référence à plusieurs lois organiques. Et à la fin, on voit, vu l'urgence, décrète. Si on peut descendre un petit peu, il est fait référence au couvre-feu du 26 novembre, qui est prorogé, et cela jusqu'au dimanche 5 décembre. Alors, ma question est toute simple, puisque tout à l'heure, vous nous avez expliqué que dans le contexte de la campagne et des élections qui approchaient, le couvre-feu du 26 février avait été mis en place. Donc, à nouveau, en tant que commandant supérieur de la gendarmerie, je vous pose la question, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? L'extension jusqu'au 5 décembre, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu? Je ne peux pas expliquer les raisons pour lesquelles a eu lieu. Le constat est qu'effectivement, le couvre-feu a été prolongé. Mais je répète encore une fois à votre permission que je suis le 9e commandant de la gendarmerie nationale. Nous n'avons jamais reçu de journal officiel. Donc ça, je découvre ça là. Mais ça a été prolongé. Si vous vous souvenez, hier, en réponse à une de mes questions, vous nous avez dit que le ministre de la Défense vous faisait parvenir des textes de loi et de décrets en suivi. Est-ce que vous nous dites que cela est un texte qui ne nous est pas parvenu? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Le président, Maître Bougnon. Est-ce qu'on pourra avoir les références du transcript auquel fait allusion mon éminent confrère? Il parle d'une déclaration qu'aurait faite le témoin hier. Je ne sais pas s'il peut nous ramener à la déposition pour qu'on sache à quel passage il se rapporte. Le président. Oui, s'il vous plaît. Donc hier, ligne 19, monsieur le témoin, vous nous aviez dit, en réponse à un texte que je vous avais montré, ce texte-là découle du journal officiel. La gendarmerie ne reçoit pas le journal officiel, mais elle reçoit des instructions du ministre de la Défense. C'est exact. Okay. Donc, par rapport
à cette prorogation de couvre-feu que nous voyons devant nous, avez-vous reçu des instructions du ministre de la Défense? Comme je vous l'ai dit, les instructions passent toujours par l'état-major qui, dans son ordre d'opération, nous les fait descendre. Et cela a été communiqué à la télévision. Et le chef d'état-major nous a donc ordonné de continuer donc à faire respecter les mesures édictées par le couvre-feu. Et donc, à cette époque-là, général de corps d'armée, il y en a deux. Donc vous et le général Mangou, n'est-ce pas? Si. Et vous avez les grands commandants. Et vous voyez ces couvre-feux prorogés. Est-ce que vous en discutez entre vous? Nous ne pouvons pas discuter des décisions de l'État. C'est un couvre-feu. Nous exécutons les mesures d'accompagnement du couvre-feu. But this again, this was not. Le président, mais une fois de plus, là n'était pas la question. La question était de savoir si vous avez parlé ensemble et non pas si vous avez exécuté un ordre. Parce qu'il est clair que vous exécutez un ordre, c'est votre devoir, c'est normal. La question est de savoir si vous en avez discuté, si vous en avez parlé. Je réponds. Avec votre permission, je dis Yes, you are. Oui, vous devez répondre. que, en tant que dans ma œuvre, ce sont des ordres que nous recevons par le message que l'état-major nous envoie. Je ne sais pas si je suis clair. Monsieur Desmergents, peut-être une toute dernière question avant la pause à ce sujet. Comme le dit Monsieur le juge président, nous comprenons que vous recevez, que vous les mettez en vigueur. Mais entre généraux, c'est un couvre-feu que vous mettez en place, qui est prorogé. Ça a un impact. Tout d'abord, est-ce que ça a un impact sur votre travail? It's a very clear question. C'est une question très très claire. Ce n'est pas une question directrice. Là, vous faites de l'obstructionnisme, excusez-moi. Leading question. Qui a dit qu'il s'agissait d'une question directrice? L'accusation. Okay. Je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore. Mon micro était encore fermé quand le procureur parlait. Donc, ce n'est surtout pas moi qui ai dit que c'était une leading question. J'ai la parole, Monsieur le Président. Oui. Oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas, comme l'heure de la pause, je préfère qu'on fasse sortir les témoins et que je fasse mon observation en dehors du témoin, s'il vous plaît. OK. Le président, bien. Donc, le témoin. Enfin, vous ferez cela lorsque nous reprendrons l'audience. Après la pause déjeuner, d'accord? Et maintenant, nous allons donc avoir notre pause déjeuner et nous reprendrons à 14h30. L'audience est levée.